Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une concernant l'Égypte. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 6 février 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le président de la République de Croatie, Zoran Milanović, et son épouse qui effectue une visite officielle en Égypte. Une cérémonie officielle a été réservée en l'honneur du président croate et son épouse. Le président Milanović s'est rendu en Égypte à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi et les deux chefs d'État se sont rencontrés et des entretiens officiels ont lieu actuellement en Égypte aujourd'hui. Outre le chef de l'État, le président Milanović doit rencontrer le Premier ministre Mustafa Madbouli et le président de la Chambre des représentants du Parlement, Hanafi Gebeli. Il doit également avoir des entretiens officiels avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit. Au cours de sa visite officielle en Égypte, le président Milanović a visité également le cimetière commémoratif des réfugiés croates de la Seconde Guerre mondiale à El-Shat, où il avait déposé une couronne et allumé une bougie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les relations historiques entre l'Égypte et la Roumanie, affirmant l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération avec la Roumanie dans les différents domaines. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors de sa rencontre au Caire avec le premier ministre roumanais Nicolae Ciucea, qui a affirmé le grand intérêt que porte son pays à consolider la coordination et à maintenir les consultations avec l'Égypte, qui joue un rôle axial au Proche-Orient et en Afrique. L'entretien a porté sur les derniers développements de la crise russo-ukrainienne et les répercussions sur les pays en développement. Le président el-Sisi et le premier ministre roumanais ont également évoqué les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un règlement définitif à la cause palestinienne. Ils sont convenus de la nécessité de l'arrêt des violences entre les deux côtés, palestiniens et israéliens, en vertu des résolutions internationales. Le président el-Sisi et M. Ciucea ont en outre examiné les moyens de coopération en matière de l'énergie et sont convenus de l'importance de tenir dans les plus brefs délais la prochaine session du comité conjoint. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier aux funérailles militaires de l'ancien Premier ministre Cherif Ismail. Le président a présenté ses condoléances à la famille du défunt, qui était l'un des symboles patriotiques les plus marquants du pays. La présidence égyptienne avait annoncé le décès samedi à l'âge de 67 ans de l'ancien Premier ministre Cherif Ismail, qui a servi pendant le premier mandat du président Abdel Fattah el-Sisi de 2015 à 2018. Je pleure avec une profonde tristesse, je cite, « Un homme vertueux parmi les meilleurs d'Égypte, Dr Cherif Ismail », a écrit le président el-Sisi sur Facebook. Monsieur Ismail a assumé ses responsabilités dans les circonstances et les moments les plus difficiles, a-t-il ajouté. L'ancien Premier ministre a supervisé à partir de 2016 des réformes économiques difficiles liées à un prêt de 12 milliards de dollars, soit 11 milliards d'euros du Fonds monétaire international, FMI. Monsieur Ismail avait démissionné en 2018 alors que le président el-Sisi entamait son deuxième mandat. Mustafa Madbouli lui a alors succédé et a supervisé depuis les réformes économiques. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au deuxième sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, DFS2,
qui s'est tenue plutôt jeudi et vendredi du 2 au 3 février 2023 à Dakar, la capitale sénégalaise, sous la direction du président du Sénégal, président de l'Union africaine Macky Sall. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a dirigé une délégation officielle qui comprenait le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, le ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, le ministre des Entreprises, le ministre des Transports, ainsi que des représentants d'un groupe d'entreprises égyptiennes travaillant dans le domaine des infrastructures. Un commentaire. Moustapha Madbouli a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture du sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, dans lequel il a déclaré que cette conférence montre notre intérêt pour le développement du continent africain. Il a souligné que l'Égypte se soucie davantage des sujets de développement dans divers domaines en coopération avec la Banque mondiale. Il a également mis en lumière le projet de la navigation le long du Nil, du lac Victoria à la mer Méditerranée comme exemple des projets de développement conjoint africains. M. Madbouli a déclaré que l'énorme projet de développement de la Tanzanie, le projet d'énergie hydroélectrique Julius Nyerere, qui est construit par des mains égyptiennes et tanzaniennes, est un modèle de coopération entre les pays africains dans le domaine du développement. M. Madbouli a également souligné l'importance pour les pays africains de partager leurs expériences entre eux. Il a souligné l'expérience de développement pionnière de l'Égypte dans le domaine des infrastructures au cours des 8 dernières années, soulignant que les investissements en Égypte dans le domaine des infrastructures s'élèvent à près de 170 milliards de dollars. Il a noté que cela contribuait non seulement au développement du réseau d'infrastructures existant et à la construction de nouvelles villes qui attirent les investissements, mais aussi à la création d'environ 5 millions d'opportunités d'emploi pour la jeunesse égyptienne. Il a également appelé à déployer davantage d'efforts pour mobiliser des financements pour les projets de liaison continentale dans le cadre du deuxième plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures en Afrique, y compris le projet de liaison navale Victoria-Méditerranée. M. Madbouli a affirmé que la route navale reliant le lac Victoria à la Méditerranée par le Nil, qui a été lancée en 2013, est l'un des projets régionaux parrainés par l'initiative présidentielle de développement des infrastructures du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le chef du gouvernement égyptien a ajouté que l'Égypte dirige ce projet sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi avec la participation de tous les pays du bassin du Nil. En outre, M. Madbouli a souligné l'importance d'activer l'initiative du continent africain pour obtenir un siège au sein du groupe économique du G20, car cela représenterait une opportunité pour que la voix des pays africains soit entendue et pour la formulation de politiques plus conformes à la réalité. M. Madbouli a également souligné l'importance de bénéficier de la zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur en 2019 sous la présidence égyptienne de l'Union africaine, soulignant que les avantages de cette zone ne peuvent être récoltés sans de gros investissements qui réalisent la connectivité continentale. Le ministre des Affaires étrangères, Samir Shoukry, a rencontré mardi à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. Les deux hauts diplomates ont discuté de la guerre de la Russie et l'Ukraine et des relations bilatérales. Monsieur Lavrov a commencé la réunion en faisant l'éloge de la politique étrangère de l'Égypte, la décrivant comme équilibrée selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Dalia Karam nous donne plus de détails. Affaires étrangères, Samir Shoukry a déclaré mardi que ses entretiens avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, étaient axés sur le développement des relations entre les deux pays à tous les niveaux afin de réaliser les intérêts des deux peuples et son effet sur les efforts de développement économique. Dans une allocution prononcée lors d'une conférence de presse conjointement tenue avec Lavrov au terme de leur rencontre à Moscou, M. Shoukry s'est réjoui de ces pourparlers qui ont porté durant 2 heures sur les relations bilatérales. Il a souligné la croissance continue du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, notant que la dépendance continue vis-à-vis des marchandises échangées entre l'Égypte et la Russie était une question importante qui est maintenue et développée. M. Shoukry a indiqué avoir examiné avec son homologue russe les conjonctures régionales et internationales d'intérêt commun, affirmant l'intérêt de l'Égypte ainsi que celui de la communauté internationale à parvenir à des conditions permettant de mettre fin à la confrontation militaire en Ukraine.
Concernant la région, il a souligné que l'entretien s'était focalisé sur la cause palestinienne et les derniers développements ainsi que l'importance de parvenir à une trêve, arrêter l'escalade, s'abstenir de mesures unilatérales qui compliquent la situation et trouver le cadre politique nécessaire pour mettre fin à la crise sur la base de la solution à deux États et l'établissement de l'État palestinien aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. De son côté, M. Lavrov a commencé la réunion en faisant l'éloge de la politique étrangère de l'Égypte. Il a salué l'approche équilibrée de l'Égypte face à la guerre en Ukraine. M. Lavrov a en outre déclaré que la Russie continuerait de dialoguer avec l'Égypte sur la question ukrainienne. M. Lavrov a dit que les entretiens ont porté sur l'importance de préserver l'unité et la souveraineté des territoires de la Syrie, de respecter les droits de ses citoyens à l'autodétermination et de décider du sort de leur État. M. Lavrov a également indiqué que la Russie affirme l'importance d'intensifier l'action de la Ligue arabe, notamment après la fin de la crise en Syrie. Chokri et Lavrov ont également discuté de la coopération bilatérale. M. Lavrov a salué la coopération militaire entre l'Égypte et la Russie, citant l'exercice naval et la réunion du comité de coopération militaro-technique qu'ils ont tenu en décembre. Au cours de la conférence de presse, M. Chokri a également appelé à davantage de coopération économique avec la Russie et a déclaré que l'Égypte s'attend à ce que la Russie continue d'envoyer des céréales en Égypte. Le diplomate a ajouté que l'Égypte et la Russie prévoyaient d'utiliser leur propre devise pour le commerce. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a effectué en juillet 2022 une tournée africaine qui l'a entamée par l'Égypte. Il s'est rendu ensuite au Congo, puis en Ouganda et enfin en Éthiopie. Objectif affiché par Moscou, rassurer les pays lourdement dépendants des céréales ukrainiennes après l'accord sur des couloirs sécurisés pour les exportations des grains d'Ukraine et de la Russie. Un commentaire. La relation avec l'Égypte est bien décidée à regagner en influence en Afrique. La Russie a affirmé par la voix de son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, qu'elle respecterait ses engagements pour permettre la livraison des dizaines de millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine. Seulement 2 jours après sa signature, l'accord entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de céréales a déjà du plomb dans l'aile après les frappes russes sur le port d'Odessa. Pourtant, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a tenu à rassurer son homologue Sameh Shoukry lors de sa visite au Caire, première étape de sa tournée africaine. La mise en place de cet accord est capitale pour éloigner les risques d'insécurité alimentaire en Afrique notamment. Nous avons confirmé l'engagement des exportateurs russes de produits céréaliers à respecter toutes leurs obligations, a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse suivant sa rencontre avec Sameh Shoukry. Il a ajouté que le président Vladimir Poutine a également souligné cela lors d'une récente discussion téléphonique avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de la diplomatie russe a salué une satisfaction mutuelle concernant les relations entre Moscou et le Caire, évoquant la construction en cours de la première centrale nucléaire en Égypte confiée à Moscou. Cela renforcerait encore les liens entre les deux pays, l'Égypte achetant déjà des armes et des céréales à la Russie sans se couper de l'Occident pour autant. Après l'Égypte, le chef de la diplomatie russe s'est rendu ensuite au Congo, puis en Ouganda et enfin en Éthiopie. Ces visites d'État africains visaient à rassurer les partenaires de la Russie lourdement dépendants des céréales ukrainiennes. L'exportation de blé, maïs et tournesol d'Ukraine, vital pour l'ensemble du continent africain, se faisait à 90% par la mer et pour l'essentiel par Odessa, principal port ukrainien en mer Noire. Or, l'armée russe a bombardé samedi 23 juillet le port d'Odessa au lendemain de la signature de l'accord. Le volume des échanges commerciaux russo-égyptiens permet aux deux pays d'utiliser le rouble et la livre égyptienne dans les transactions commerciales. Cela servira les intérêts des deux économies. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Manturov, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg tenu du mercredi 15 au samedi 18 juin. En effet, en dépit de la guerre en Ukraine, la Russie reste le premier fournisseur de blé de l'Égypte. Selon les données de frais relayées par Reuters, l'Égypte a importé entre mars et mai
1 million de tonnes de la céréale depuis la Russie. Dalia Karam nous donne plus de détails. La Russie et l'Égypte ont convenu d'utiliser leur devise nationale pour les règlements de leurs échanges commerciaux bilatéraux, a annoncé le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Manturov, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg, tenu du mercredi 15 au samedi 18 juin 2022. Le volume des échanges commerciaux russo-égyptiens permet aux deux pays d'utiliser le rouble et la livre égyptienne dans les transactions commerciales. Cela servira les intérêts des deux économies, a-t-il déclaré. L'utilisation du rouble russe et de la livre égyptienne dans les règlements bilatéraux est destinée à contourner l'exclusion de Moscou du système international de transactions financières SWIFT. Dans le cadre des sanctions imposées par les pays occidentaux contre la Russie, 7 grandes banques russes ont été privées d'accès à SWIFT, plateforme de messagerie sécurisée permettant des opérations cruciales comme des ordres de transfert de fonds entre banques. Selon les données du ministère égyptien du Commerce, les échanges commerciaux entre Moscou et le Caire ont atteint 4,7 milliards de dollars en 2021, en hausse de 5,1% par rapport à 2020. Les exportations égyptiennes vers la Russie ont augmenté de 14,7% en 2021 pour s'établir à 591,7 millions de dollars, tandis que les exportations russes vers l'Égypte ont enregistré une hausse de 3,9% à 4,178 milliards de dollars. La Russie est l'un des plus importants pays exportateurs de blé vers l'Égypte. La majeure partie du blé importé permet aux autorités égyptiennes de mettre en œuvre le programme de subvention du pain, profitant à plus de 60 millions de personnes. En dépit de la guerre avec l'Ukraine, la Russie reste le premier fournisseur de blé de l'Égypte. Selon les données de fret relayées par l'agence de presse Reuters, l'Égypte a importé entre mars et mai dernier 1 million de tonnes de la céréale depuis la Russie, soit une hausse de 84% par rapport à l'année dernière à la même période. Plus globalement, de janvier à mai, la Russie a fourni 1,66 million de tonnes de blé à l'Égypte, un volume aussi en progression de 30% d'une année à l'autre, alors que les achats totaux s'inscrivent en baisse de 24% à 3,3 millions de tonnes. Investir dans le capital humain a changé complètement le visage de la campagne égyptienne, remodeler la carte de l'Égypte, redistribuer les potentialités économiques sur l'ensemble du territoire national et améliorer le niveau de vie des gens tout en préservant la dignité du simple citoyen. Telle est la philosophie du projet national Haya Karima ou Vie décente. Réussite de la première phase de l'initiative Vie décente lancée en juillet 2019 par le président Abdel Fattah al-Sisi et qui a couvert 375 villages. La deuxième phase a démarré le 1er mars 2021 et devrait être achevée en 2024. Elle concerne 1500 villages dans 20 gouvernorats avec un nombre de bénéficiaires total de 50 millions d'individus. 20 instances et ministères participent à l'initiative nationale en coopération avec plus de 23 organisations non gouvernementales, des centaines d'hommes d'affaires qui représentent le secteur privé ainsi que des partis politiques. Sur le terrain, 10 000 personnes participent à l'exécution de l'initiative, dont des volontaires. Le plan de cette phase est plus inclusif au niveau des objectifs, de la zone démographique et des participants, comme l'indique Khaled Abdel Fattah, directeur de l'initiative Vie décente au ministère de la Solidarité sociale. Il affirme que dans cette phase, l'initiative accorde la priorité au financement des petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux micro-entreprises, à la prestation des services sociaux, éducatifs et culturels. Les interventions dans le cadre de l'initiative comprennent l'autonomisation économique, les services à la famille et à l'enfance, la sensibilisation sanitaire ainsi qu'une gamme de services liés au développement et à l'autonomisation sociale des citoyens. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement durable l'Égypte 2030, porte sur 4 axes: améliorer le niveau de vie, développer les infrastructures, améliorer la qualité des services et réaliser un développement économique. Et ce, en mettant en place un plan de développement intégral des sociétés rurales, en y réduisant la pauvreté et le chômage, améliorant les services sanitaires, éducatifs et les infrastructures, notamment la fourniture d'eau potable et l'installation des réseaux de drainage sanitaire.
Le ministère de la Planification a lancé début janvier 2021 un système électronique pour identifier les besoins et les domaines de développement dans les villages visés par l'initiative tout en préparant un plan pour les diverses interventions nécessaires. Selon les responsables, cela permettra d'améliorer les portées de l'initiative en lançant des plans de développement en fonction d'une base de données exacte. La numérisation de l'élaboration des plans facilitera le suivi de leur exécution et le règlement des problèmes qui surviennent. Lancée en juillet 2019, la première phase de l'initiative Vie décente a visé le développement de 375 villages parmi les plus pauvres dans 14 gouvernorats où le taux moyen de pauvreté a dépassé les 70%. Le plan de développement de cette phase a consisté à fournir les services essentiels à ces villages dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures, eau potable, électricité, gaz, réhabilitation des routes et logements. L'identification de ces villages nécessiteux s'est effectuée en référence au recensement de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS du taux et du schéma de pauvreté. 23 ONG en plus du secteur privé ont participé à la première phase sous la supervision du ministère de la Solidarité sociale. Un budget de 13,5 milliards de livres égyptiennes a été consacré à cette phase dont ont bénéficié au total 4,5 millions de personnes. Sur les 375 villages, les plans de développement d'infrastructures et de réforme économique ont été achevés dans 143 villages, soit 1,8 million de bénéficiaires, alors que les travaux sont en cours dans les 232 villages restants, soit 2,7 millions de bénéficiaires. Un total de 2180 projets de développement économique et d'infrastructure ont été lancés, dont 600 ont été déjà achevés et le reste est en cours d'exécution. Les projets consistent en la restauration de 21 974 maisons, la fourniture de 354 unités de logement aux familles à faible revenu, 150 000 pour ceux à revenu moyen, 262 000 aux habitants de bidonvilles. Pour diminuer la densité dans les classes, 1100 classes de capacité d'accueil de 44 000 élèves ont été établies ainsi que 51 centres médicaux. Par ailleurs, 186 525 familles démunies ont profité des aides sociales et économiques présentées, alors que 113 909 personnes ont bénéficié des services des convois médicaux envahis. Dans le cadre des efforts de développement de la Haute-Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le 4 janvier 2023 plusieurs projets au gouvernorat de Sohag dans le cadre d'un vaste plan de développement de la Haute-Égypte. Voyons ensemble. Citer un hôpital, une autoroute, un complexe industriel et d'autres investissements publics, le tout d'une valeur de 102 milliards de livres égyptiennes. C'est le bilan des projets qui ont été inaugurés le 4 janvier au gouvernorat de Sohag par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre d'un vaste plan de développement de la Haute-Égypte. Dans une allocution lors de la cérémonie d'ouverture des projets en question, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte progresse sur la voie de la modernisation de la Haute-Égypte et déploie des efforts assidus en vue de parvenir à la stabilité et d'offrir une vie décente aux citoyens dans toute la région du sud du pays. Le président a affirmé que la valeur totale des investissements publics réalisés à Sohag jusqu'à présent s'élève à 102 milliards de livres égyptiennes. Une tentative de réduire l'écart avec le gouvernorat du Nord et d'atteindre des taux normaux de développement, a déclaré le président. La nouvelle ville de Sohag a connu un bond important en matière de développement durant les 8 dernières années. Un documentaire projeté durant la visite présidentielle souligne que 181 villages et 7 villes ont été réaménagés, notamment le village d'Oumdouma, qui a vu la construction des complexes hospitaliers et scolaires. Le gaz naturel a été fourni aux maisons dans le cadre de l'initiative Vie décente. L'hôpital universitaire de Sohag a été modernisé, 290 projets routiers et 5 nouvelles centrales électriques ont été construits, de même que 11 projets d'assainissement qui desserviront plus de 170 000 citoyens. La nouvelle Sohag est l'une des villes de 3e génération de la nouvelle autorité des communautés urbaines, caractérisée par un emplacement stratégique car elle est considérée comme la porte ouest du gouvernorat de Sohag. Les gouvernorats de la Haute-Égypte comptent 35 millions d'habitants, soit 29,7% de la population totale de l'Égypte. Le président el-Sisi accorde une grande attention à la Haute-Égypte depuis qu'il a assumé la direction du pays. Il a réussi à construire un certain nombre de projets nationaux dans le gouvernorat de Sohag après de nombreuses années de négligence et de marginalisation.
L'initiative Vie décente a joué un rôle important pour améliorer les services fournis aux citoyens dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, des routes et de l'assainissement et leur a même offert des milliers d'emplois. Cette initiative changera l'avenir de la Haute-Égypte. Les économistes affirment l'importance de ces projets de développement pour lutter contre l'exode rural, rappelant que la Haute-Égypte a toujours été marginalisée en raison de l'absence des infrastructures comme les routes et l'électricité. Cet état de choses a causé l'un des plus grands problèmes de la Haute-Égypte, à savoir l'exode vers la Basse-Égypte ou même à l'étranger. Un problème qui est en train de disparaître avec les milliers d'opportunités de travail qui ont été créées dans le sud égyptien. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également de la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous quitter, je vous propose de suivre avec nous les activités de la 54e édition de la Foire internationale de la livre du Caire qui prennent fin aujourd'hui. Alors, le Premier ministre Moustapha Madbouli avait inauguré mercredi 25 janvier la 54e Foire internationale du livre du Caire qui voit la participation de 1047 maisons d'édition de 53 pays. La foire de cette année a été ouverte au public à partir du 26 janvier et doit durer jusqu'aujourd'hui le 6 février au Centre international des expositions du Nouveau-Caire. Dalia Karam nous donne plus de détails. Merci et bonne journée. Au revoir. 1047 éditeurs participent au 54e Salon international du livre du Caire. De ce nombre, 707 sont égyptiens, tandis que 340 sont de pays étrangers comme la Hongrie et la République dominicaine qui participent à la première fois. De plus, l'édition de cette année voit le retour de nombreux pays et institutions après des années d'absence, notamment l'Érythrée, l'Inde, le Ghana, le Koweït, le Maroc, le réseau des éditeurs africains, le Centre koweïtien pour la recherche et les études et le Centre émirati pour les études stratégiques et les recherches. Le salon comprend également une aire de 45 mètres carrés pour les éditeurs en démarrage, dont 9 éditeurs égyptiens. Le ministère de la Culture avait précédemment annoncé que la Jordanie était l'invité d'honneur de cette année. De plus, le défunt poète égyptien Salah Jahin est la personnalité de cette année, tandis que l'écrivain égyptien Kamel Kilani, qui est l'un des pionniers de la littérature pour enfants dans le monde arabe, est la personnalité de l'année à l'exposition pour enfants. La 54e édition du salon comprend également pour la première fois un forum des youtubeurs qui accueille quotidiennement des modèles de création de contenu à succès pendant le salon. Inauguré en 1969, le Salon international du livre du Caire est l'un des plus importants au monde et le plus ancien du monde arabe. Il est organisé par l'Organisation générale du livre égyptien et rassemble des centaines de librairies d'Égypte et de l'étranger. Environ 2 millions de visiteurs assistent chaque année au Salon international du livre du Caire.